Chapitre 7. Au serpent qui fume. Partie 2. Un murmure d'assentiment traversa la cave. Cependant, Voldemort continua de fixer Yaxley et son regard se fit plus sévère. « Ton excès de confiance nous perdra, Yaxley, » dit Voldemort. « Un bon guerrier sait qu'une armée a perpétuellement besoin de sang neuf et de nouvelles idées. » Il reporta son attention sur un homme qui se trouvait à côté de Yaxley et qui était si grand que son visage était masqué par l'ombre des arcades. « Greyback, va chercher notre invité, » ordonna Voldemort. Le dénommé Greyback s'avança. Sa carrure était encore plus menaçante que celle des autres hommes présents, et son visage était particulièrement repoussant, avec des petits yeux enfoncés dans leurs orbites, un front et une mâchoire proéminente, le tout parcouru de nombreuses cicatrices. En passant à côté de Narcissa, il lui adressa un sourire inquiétant, dévoilant des petites dents jaunes et pointues, et elle dut retenir un frisson. Greyback monta les escaliers d'un pas lourd, adressa quelques mots bourrus à Burton et redescendit. En regagnant sa place, il bouscula légèrement Narcissa et murmura quelque chose à l'oreille de Yaxley. Celui-ci semblait irrité que sa réponse ait déplu à Voldemort et se contenta de hausser les épaules en réaction à ce que venait de dire Greyback. Tous les regards étaient tournés vers le rideau de dents. Sous sa cape, Narcissa triturait nerveusement les plis de sa robe entre ses doigts. On entendit les pas de Lucius résonner dans l'escalier de pierre. Il écarta le rideau de dents en collier du bout de sa canne et entra dans la cave. En voyant le col blanc et soigné qui enserrait son cou, les boutons finement travaillés qui brillaient le long de ses manches, les bagues qui étincelaient autour de ses doigts, le blason argenté qui brillait sur sa poitrine et la canne aux pommeaux sculptés, l'assemblée se figea un instant. Puis Yaxley partit dans un grand rire et la plupart des embrumés l'imitèrent. « Regardez-moi ce petit marquis de pacotille !» s'exclama Yaxley en donnant un coup de coude à un homme qui riait un peu moins bruyamment que les autres. Lucius lui répondit par un petit signe de tête. Il se redressa et rassura Narcissa d'un regard, laissant les moqueries fuser autour de lui. « C'est avec ça qu'on va se battre ? Laissez-moi rire. Il faut peut-être lui faire la révérence, » renchérit Torfinrol en joignant le geste à la parole. « Et lui baiser la main. Ou bien le dépouiller de ses beaux bijoux, » dit Rodolphus Lestrange, dont les cheveux dégoûtaient encore un peu de décrochements visqueux. « Silence !» susurra Voldemort à voix basse, et les moqueries s'évanouirent immédiatement. Voldemort s'avança vers Lucius et s'arrêta pour le dévisager. Lucius soutint le regard de Voldemort avec une assurance étonnante, même si celui-ci était un peu plus grand que lui. Narcissa pensa qu'il avait déjà été jaugé de la même manière par des professeurs, des aurores, des ministres, alors qu'il remplaçait son père aux réunions mondaines et qu'il avait toujours su faire ses preuves. Il avait un talent inégalable pour charmer son interlocuteur, et Voldemort ne semblait pas faire exception à la règle. Les hommes qui les entouraient espéraient qu'il manifeste de la peur, mais Narcissa fut la seule à remarquer la palpitation discrète d'une veine de son front et le tressaillement léger de son petit doigt autour du pommeau de sa canne. « Tu souhaites donc te battre à mes côtés ?» dit finalement Lord Voldemort. « Non, maître, » dit Lucius en s'inclinant avec assurance. Il marqua une courte pause et arbora son sourire le plus charmeur. « Je souhaite bien plus que cela. » Voldemort sembla apprécier son effronterie. Son visage manifestait une certaine curiosité à l'égard du nouveau venu. « Sois plus clair, » dit-il simplement. Lucius regarda autour de lui et eut l'air de découvrir la vétusté de la pièce où il se trouvait. Sans dire un mot, il se mit à déambuler à travers la pièce, huma l'air avec dégoût, passa un doigt sur le mur et s'essuya dans un mouchoir de soie en y laissant de vilaines traces noires, donna un petit coup de canne dans une marmite cabossée qui traînait dans un coin, faisant résonner un son creux. Narcissa ne put s'empêcher de sourire. Décidément, le mépris était l'attitude qui lui seyait le mieux. Au moment où Voldemort allait manifester son impatience,
Lucius demanda: « Êtes-vous pleinement satisfait de cet endroit, maître ?» Voldemort plissa les yeux sans répondre. Lucius s'assit sur un siège et s'accouda sur la petite table ronde à la place que Voldemort occupait quelques minutes plus tôt. « Il se trouve que j'ai un autre repère à vous proposer, » dit Lucius avec un air énigmatique. « Un endroit plus vaste, mieux dissimulé. » « Et où se trouve cet endroit ? » ?»« Dans mon humble demeure, à quelques kilomètres de Londres, loin des regards indiscrets, loin du ministère. L'endroit parfait pour orchestrer toutes vos opérations, en somme. » Voldemort consulta du regard les hommes qui se trouvaient autour de lui. La contrariété était tout à fait lisible sur leurs visages. « Pourrais-je le visiter ? » ?»« J'allais vous le proposer, » dit Lucius avec un sourire triomphant. « Maître, ce n'est pas prudent, » protesta Yaxley. « Je te connais, Malfoy. Tu passes ton temps au ministère. Tu es de leur côté, c'est certain. Cette invitation est un guet-apens. » « Merci d'introduire la suite de mes propos, » dit Lucius avec un petit signe de tête condescendant. « Comme le dit votre charmant subalterne, j'occupe un rôle privilégié au sein du ministère. Je possède énormément de relations, et un nombre important d'entre elles seraient prêtes à travailler à votre service si je vous aidais à les convaincre. » « De combien de partisans parlons-nous » Lucius et Narcissa échangèrent un regard. Ils avaient établi ensemble la liste de ceux qu'ils comptaient rallier à leur cause, et le résultat était encourageant. « Vous tripleriez vos effectifs, » déclara Lucius d'une voix neutre. Des exclamations s'élevèrent immédiatement parmi les embrumés. Tant de nouveaux partisans ? Et si ce Malfoy disait vrai, ils auraient des espions au sein même du ministère. Et quand ces précieux alliés nous rejoindraient-ils ? À nouveau, Lucius et Narcissa échangèrent un regard entendu. Comme tous les ans, nous donnerons un banquet dans notre manoir à l'occasion d'Halloween, le 31 octobre. Nous vous les présenterons à ce moment-là. Un nouveau concert d'exclamations retentit. Yaxley fulminait, visiblement furieux d'avoir été traité de subalterne. « Et qui sont ces futurs alliés ?» demanda-t-il avec agressivité. « Je ne me fierai pas à des inconnus. » « Oh, mais ce ne sont pas des inconnus. Ce sont même les familles les plus éminentes du monde magique. Les crabes, les notes, les rosiers. Si vous m'écoutez, maître, ils seront tous à vos pieds, et toutes leurs fortunes seront dans votre bourse. Ils ne sont peut-être pas aussi malfaisants que vos partisans actuels, mais ils sont riches, influents, et pourraient bien accélérer le renversement de la balance. » Le visage de Voldemort se fendit en un sourire satisfait. « Voilà qui est agréable à entendre, » dit-il. « En vérité, j'attends depuis des mois que quelqu'un ait enfin le courage d'entreprendre cette démarche. » Narcissa sourit discrètement. Piscus Crabbe avait visé juste, même s'il n'en serait jamais récompensé. « Si ton plan fonctionne, » poursuivit Voldemort, « tu seras gratifié bien au-delà de tes espérances. En revanche, sache que si tu me déçois… » Voldemort leva une main, et les torches qui brûlaient le long des murs vacillèrent toutes en même temps, au bord de s'éteindre. Dans la semi-obscurité, il saisit sur la table une bougie posée dans un crâne et l'éleva près de son visage. Lucius ne put retenir un imperceptible mouvement de recul en découvrant l'intégralité des traits brouillés et menaçants de Voldemort, qui était jusqu'alors partiellement masqué par son capuchon. « Toi et ta chère épouse connaîtront le même sort que ce pauvre homme, » acheva-t-il en caressant le crâne osseux parfaitement poli. On entendit plusieurs ricanements enthousiastes, dont ceux de Yaxley et de Rodolphus Lestrange.
Puis Voldemort souffla sur la bougie et les torches retrouvèrent leur vivacité initiale. « Partons visiter notre futur repère, » dit-il de sa voix doucereuse. Il se tourna vers Bellatrix, que Narcissa sentit tressaillir à côté d'elle. « Ma chère Bellatrix, je savais que je pouvais compter sur toi pour me trouver des alliés. Décidément, chaque jour me confirme à quel point tu m'es précieuse. » Bellatrix sembla alors sur le point de défaillir de joie. « Mène-nous là-bas, » dit Voldemort en s'approchant d'elle à pas feutrés. Il posa une main délicate sur son épaule, et Bellatrix le regarda avec une admiration éperdue, le menton un peu pendant. Narcissa s'empara de la main de Bellatrix en la pressant légèrement pour maintenir sa grande sœur dans la réalité. Lucius les rejoignit, tout en prenant soin d'adresser son sourire le plus provoquant à Yaxley et à tous les autres. « Aux autres, attendez-moi ici, » dit Voldemort, sans cesser de fixer Bellatrix avec un sourire charmeur. Lucius saisit la main de Narcissa. Aussitôt, ils eurent l'impression détestable d'être aspirés à travers un tuyau de plomb, puis l'air frais de Wiltshire leur caressa les joues. Ils se trouvaient tous les quatre sur le perron de marbre noir du manoir des Malfoy, dont les tourelles orgueilleuses semblaient s'élever un peu plus haut que d'habitude vers le ciel obscur. Lucius poussa les 2 battants de l'immense porte d'entrée, et pour la première fois de sa vie, Narcissa fut heureuse d'entendre la voix d'Abraxas Malfoy résonner dans le hall. « Lucius !» éructa celle-ci, alors que l'ombre menaçante et courbée se dessinait dans l'encadrement d'une porte. « Comment as-tu osé ?»« Maître, je vous présente mon père, » dit Lucius. Abraxas Malfoy se figea dès que sa vue lui permit d'identifier les 4 silhouettes qui se trouvaient devant lui. Son sang devait être froid comme le marbre de ces murs, pensa Narcissa. En croisant le regard de Voldemort, il ne tressaillit même pas. « Le Seigneur des Ténèbres, » dit-il après plusieurs secondes, comme s'il s'adressait à un simple collègue. « Monsieur Malfoy, » répondit Voldemort sur le même ton neutre. Ils se dévisagèrent à nouveau pendant plusieurs secondes, avant qu'Abraxas Malfoy ne déclare. « Soyez le bienvenu chez moi. Mon fils va vous faire visiter. » C'était une façon de rappeler à Lucius et à Narcissa qu'il était encore le maître des lieux. Et lorsque Voldemort passa devant lui, il leur fit un signe discret mais menaçant en désignant la canne au pommeau d'argent que Lucius tenait dans sa main. Mais pour une fois, Lucius n'y prêta aucune attention et lui répondit par un regard confiant qui signifiait « Laissez-moi faire, père, vous ne le regretterez pas. » Bellatrix, Narcissa, Lucius et Voldemort déambulèrent longuement dans le manoir. Bellatrix essayait d'attirer l'attention de Voldemort en racontant comme elle avait lutté pour convaincre sa sœur depuis des années. Mais en vain. Lord Voldemort n'avait d'yeux que pour Lucius. Narcissa observait en secret l'expression avide qui animait le visage de celui-ci. Elle savait exactement ce qu'il ressentait. Voldemort dévorait des yeux ce jeune homme si séduisant, si ambitieux, avec le désir intense de donner ce nouveau visage à sa lutte. Lucius, de son côté, fut absolument parfait. Il guida Voldemort à travers le manoir en traversant tous les endroits stratégiques, et notamment la galerie de portraits de ses ancêtres. « Mes très chers ancêtres, je vous présente… » Il hésita un instant. « Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, » proposa-t-il dans un sursaut d'inspiration. Un sourire se dessina dans l'ombre du capuchon de Voldemort. « Ce nom me plaît, » dit-il dans un murmure. « Il vous sied à merveille, maître. » Alors que Voldemort s'avançait à pas silencieux le long du couloir bordé de portraits, dans les cadres dorés, plusieurs ancêtres échangèrent des regards surpris, admiratifs, parfois craintifs. « Ah, est-ce vous qui souhaitez établir la domination des sorciers sur le monde ?» demanda Nicolas Malfoy, qui venait de s'éveiller de sa sieste. « C'est moi-même,
répondit Voldemort en s'arrêtant devant le portrait. Bravo, approuva Septimus Malfoy. Cela aurait dû être ainsi depuis bien longtemps. Nous vous souhaitons bonne chance, renchérit Brutus Malfoy. Écrasons cette vermine. Voldemort ne savait plus où donner de la tête. Il les remercia pour leurs vœux et ils poursuivirent la visite. Lucius lui présenta chaque recoin comme s'il s'apprêtait à lui vendre le manoir. Narcissa s'étonna de voir Voldemort légèrement troublé, presque ému. Manifestement, c'était la première fois qu'on lui faisait un tel accueil dans un endroit aussi grandiose. « C'est parfait, » murmura-t-il simplement lorsqu'ils eurent terminé la visite. « J'attends avec impatience ce banquet dont vous m'avez parlé. Nous nous reverrons donc à cette occasion. » Il se tourna vers Bellatrix. « J'espère t'y voir également, Bellatrix. »« Sans aucun doute, maître, » déclara alors Narcissa, « car dorénavant, Bellatrix habitera ici. » Tous les regards se tournèrent vers elle, celui de Bellatrix émerveillé, celui d'Abraxas furieux, celui de Lucius surpris, et enfin celui de Voldemort amusé. Abraxas fut le plus prompt à réagir. « C'est hors de question. Quelle merveilleuse idée !» le coupa Voldemort. « Rien ne pourrait me réjouir davantage que de savoir Bellatrix à vos côtés. » Abraxas Malfoy n'osa pas protester, et Bellatrix sauta au cou de Narcissa. Les deux sœurs montèrent dans l'aile ouest, où Narcissa donna une des plus belles chambres à Bellatrix, un étage en dessous de la sienne. « Alors, tu trouves les embrumés fréquentables maintenant ?» la taquina Bellatrix en s'allongeant sur les édredons moelleux. « Certainement pas, » répondit Narcissa en s'allongeant à côté d'elle. « Mais maintenant, nous pouvons les forcer à nous respecter. » Elle était absolument persuadée d'avoir pris la bonne décision, et la tête de Bellatrix posée sur son épaule la confortait dans cette naïve impression. De son côté, Voldemort retourna au Serpent qui fume, où il se délecta des mines défaites de ceux qui l'y avaient abandonné. Il adorait prendre ses partisans au dépourvu. Il avait d'abord accordé ses faveurs à Bellatrix, puis à Yaxley, mais aucun ne l'avait durablement satisfait. Au milieu de la nuit, quand les autres se dispersèrent, il retourna dans la salle du bar, où Burton s'affairait pour nettoyer toutes les chopes utilisées au cours de la nuit. Sans qu'il ait besoin de demander, Burton posa devant lui une chope de brûlator rouge et visqueux. « Alors, maître, que pensez-vous de vos nouveaux alliés ?» Voldemort but une gorgée de brûlator avant de répondre. « Eh bien, à première vue, ce jeune Malfoy me semble intéressant. Mais ne craignez-vous pas qu'il vous suive par simple opportunité et non par conviction, à l'inverse de vos partisans actuels ?» demanda Burton avec animosité. Voldemort s'arrêta de boire, passa sa langue fourchue sur ses lèvres et regarda Burton soupçonneux. « Dis-moi, Burton, serais-tu jaloux, toi aussi ?» Le vieil homme s'inclina derrière le comptoir, autant par respect que pour fuir le regard incandescent qui le traversait de part en part. « Oh non, maître, loin de là. Je me réjouis de votre réussite. Simplement, j'espère que ces Malfoy ne vous décevront pas. » Pendant de longues secondes, Voldemort resta immobile, savourant le spectacle du corps de Burton courbé de frayeur derrière son comptoir crasseux, éclairé par intermittence par l'orage qui se formait au-dehors. Puis il gloussa, s'en détourna, et but une nouvelle gorgée de brûlator. « Ne t'en fais pas pour cela, Burton. Si c'est le cas, je les détruirai tous, jusqu'au dernier, » dit-il en faisant claquer sa langue fourchue dans sa bouche. De nos jours. Drago se réveille en sursaut, trempé de sueur. Avec des gestes imprécis, il se redresse, allume une chandelle pour chasser l'obscurité autour de lui. Et une fois la pièce éclairée, il doit battre des paupières plusieurs fois pour faire disparaître la vision cauchemardesque du visage de Voldemort et de ses deux pupilles verticales rougeoyant de cruauté. Il essaie tant bien que mal
de respirer calmement, de se répéter que la peur qui le submerge n'est qu'un vieux souvenir. Autour de lui, la nuit est profonde, le silence absolu. Il n'y a aucun danger. Drago se trouve dans une chambre exiguë de la tourelle Est, un étage en dessous du petit bureau où il écrit à son fils depuis plusieurs semaines. La pièce est froide et humide, des gouttelettes de condensation descendent le long des murs et la peinture du plafond se décolle un peu partout. Au-dessus de la porte, un vautour empaillé dessine une ombre menaçante. Comme dans le bureau, les tableaux ont été recouverts de draps pour faire taire les reproches incessants des ancêtres qui y résidaient. Malgré le bruit de sa respiration saccadée, la voix de Voldemort continue de siffler dans les oreilles de Drago. « Si c'est le cas, je les détruirai tous, jusqu'au dernier, » avait-il dit. Quand Burton avait raconté ce court échange à sa mère, le vieil homme était déjà à moitié fou. Et pour eux, il était déjà trop tard, bien trop tard. Car au moment précis où sa mère écoutait Burton soliloquer sur les mauvaises intentions de Voldemort, Drago se trouvait chez Barjo et Burke, en train de manigancer pour introduire des mange-morts dans l'enceinte de Poudlard. Un acte qu'il regretterait pour le reste de son existence. Quand Drago repense à cette sombre période de sa vie, il ne peut s'empêcher de frissonner. Il doit se lever et se planter devant le miroir pour se convaincre que non, il n'a plus 16 ans depuis longtemps, et qu'il n'aura plus jamais à affronter le regard malfaisant de Lord Voldemort. Au moment même où il parvient à se calmer légèrement, un bruit sec et répété le fait sursauter de nouveau. Il met quelques instants à comprendre que ce n'est pas seulement son cauchemar qui l'a réveillé. Quelque chose est en train de frapper contre le carreau. Il s'en approche, le cœur battant, et découvre une petite chevêchette brune perchée sur le rebord de la fenêtre. Drago la reconnaît immédiatement. C'est celle qui lui a amené la lettre d'Androméda quelques jours plus tôt. Accrochée à sa patte, Drago trouve une enveloppe parcheminée recouverte d'une fine pellicule de neige et un sac en tissu dont le contenu teinte avec un joli bruit cristallin. Intrigué, il détache l'ensemble de la patte de la chouette qui semble épuisée et dépitée d'avoir été envoyée une nouvelle fois dans cette demeure aussi délabrée. Avec un sifflement courroucé, elle époussette ses ailes et disperse des flocons de neige un peu partout sur le tapis. Sans y accorder la moindre importance, Drago extirpe de l'enveloppe humide un parchemin couvert de l'écriture délicate, régulière et soignée de sa tante Androméda. « Cher Drago, voici un deuxième colis qui te sera probablement plus utile que le premier. J'espère simplement que tu ne m'en voudras pas quand tu sauras de quelle manière je l'ai obtenu. Teddy est venu me rendre visite hier et, pardonne-moi, bien que tu m'aies demandé de garder tout cela secret, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler de ton projet. Cela dit, malgré la promesse que j'ai trahie, je pense avoir eu raison de le faire. Tout comme moi, Teddy a éprouvé un vif intérêt pour ce que tu prépares et en a profité pour me révéler quelque chose que, jusqu'à présent, il avait gardé pour lui. Ce qui se trouve dans le sac que je t'envoie, Teddy l'a découvert le jour de sa majorité, dissimulé dans le coffre de Gringotts que son père avait fait ouvrir à son nom. Je pense que ce cher Rémus a voulu s'assurer que son fils garde quelques souvenirs de lui au cas où il disparaîtrait pendant la guerre. Bien sûr, je me désole que cette éventualité soit devenue réalité, mais je ne peux que me réjouir de l'anticipation dont il a fait preuve. J'aurais aimé que ma petite Nymphadora fasse de même, elle aussi. J'imagine que Rémus le lui a proposé, mais qu'elle s'est contentée de lui rironner avec légèreté. Enfin, je m'égare. Teddy était très ému de me révéler tout cela. Il m'a raconté ce qu'il avait appris grâce à ce merveilleux cadeau, et je suis certaine que tu y trouveras ton compte toi aussi. Ne te sens pas gêné de t'y plonger. C'est lui qui a insisté pour que je te les envoie. Il m'a promis qu'il ne dirait rien à Scorpius, ni à personne d'autre. En échange, nous te faisons tous les deux confiance pour prendre soin de tout ceci. À bientôt, Androméda. PS. Aux dernières nouvelles, Scorpius et Albus se trouvent quelque part en Asie centrale. Albus ne donne pas beaucoup de nouvelles, mais leur voyage semble passionnant. Je ne manquerai pas de te tenir au courant de leur progression. Drago replie le parchemin et reporte son attention sur le sac en tissu, de plus en plus intrigué. En y regardant mieux, le contenu brille d'une mystérieuse lueur argentée.
Avec d'infinies précautions, il prend le sac et le pose sur son lit. Il desserre la ficelle du bout des doigts, en écarte délicatement les bords. Le contenu du sac se déverse sur les draps et éclaire le visage de Drago d'une douce lueur. Ce sont des petites fioles en cristal, datées et étiquetées, qui renferment la même substance argentée, ni liquide, ni gazeuse. Drago les fait doucement rouler sur le drap pour lire les étiquettes. Rencontre de Sirius et James. Sirius quitte sa maison. Création de l'ordre du Phénix. Drago sent son cœur se serrer de reconnaissance. Ces fioles contiennent chacune un véritable trésor. Il les étale sur son lit et en trouve rapidement plusieurs datées de la période qu'il est précisément en train de raconter, de ces quelques mois où le monde magique a basculé dans le chaos. Il s'empare donc de l'une d'entre elles et l'approche de la flamme vacillante de la chandelle. L'étiquette est détrempée par la neige, mais en plissant les yeux, Drago parvient tout de même à déchiffrer ces deux mots. Les Animagi.